Et pendant tout le temps de ses études de médecine, jusqu'à sa thèse, cette fameuse thèse que nous connaissons tous, il a habité Rennes, et puis je l'ai toujours suivi. Je l'ai un peu perdu de vue en 1932 quand il a eu ce prix Renaudot, parce que je me suis dit, il va être pris par les grands. Et moi qui suis tout petit, j'osais plus frapper à sa porte, et il m'engueulait, il te voilà, on te voit pas. Et je l'ai revu, toujours, même 15 jours avant sa mort, où il m'a donné son bouquin Nord avec un mot. C'était écrit sans commentaire à Marcel. Marcel, je crois que c'est vous qui, dans l'Erne, avez justement parlé le premier de sa trépanation. Et à vrai dire, de sa fausse trépanation. Céline a été blessée dès les premiers jours de 14, très gravement à l'épaule. Droite, je crois. Mais je crois être sûr de ça. Difficulté avec sa main, ce qui n'empêche que ça a été guéri au point qu'il conduisait des gros sidecars. Et qu'il était costaud, et qu'il était en bon état. Mais il n'a jamais été trépané. L'histoire de la trépanation, c'est une drôlerie, c'est une rigolade, c'est une blague de sa part. On lui disait, mon pauvre blessé de la guerre de 14, des journalistes, et il faisait toucher, là, il leur faisait toucher du doigt là où il avait été trépané, où il y avait une plaque d'argent pour remplacer le crâne. C'est pas vrai. Il n'a jamais été trépané, j'en suis certain, absolument certain, et au point que j'ai demandé à ses chéris, à ses femmes, eh bien, la trépanation n'a jamais existé. Jamais. Mais ça a amusé les gens. Puis alors on l'a pris au sérieux. Le professeur Mondor dans la Pléiade en parle longuement. C'est de l'histoire, c'est du Céline. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui chez Céline. Il faisait faire du Céline aux autres, c'est ça. Mais oui. C'est bien vrai. Hein. Et également Maura Crédit, ses parents misérables, ses parents miséreux, sa mère ravaudeuse de tapis ou ravaudeuse mais pas du tout. La mère que j'ai bien connue, Madame Détouche-Mère, était une personne fort bien et fort bien habillée, qui habitait rue Marcelier au numéro 11, au 4e étage, et nous y allions souvent, ma femme et moi, déjeuner. Eh bien, Madame Détouche-Mère était représentante de dentelle. Elle avait comme clientèle la cour Batave, le grand magasin à côté de l'Opéra qui est si important, et la petite Colette, la petite fille de Louis Détouche, Céline, a été baptisée dans une robe de dentelle qui avait servi pour le roi de Rome. Donc je cite mes auteurs. Mais le père Détouche était un brave fonctionnaire, d'abord assureur, ensuite employé de banque, ou l'inverse, je me souviens plus bien. Brave bonhomme, brave rentier, et ils avaient une petite maison au bord de la Seine, à Ablon, une petite maison d'été, où on allait se promener le dimanche, et la maison a été rasée par les inondations de 1910. Et pour que le jeune Louis fasse du sport, on lui avait acheté une barque et des rames à 14 ou 15 ans, avant qu'il ne parte pour l'Allemagne et pour l'Angleterre et pour tous ces voyages. Comment se fait-il qu'il ne s'entendait pas du tout avec ses parents? Parce qu'il avait envie de foutre le camp, comme il a envie de foutre le camp de partout. En Allemagne, il couchait avec sa logeuse, alors ça a mal marché, ça a mal fini. Il est parti en Angleterre, ça a été pareil. Et il est revenu dégoûté de tout, c'est là où il s'est engagé pour voir comment ça ferait. En fait, ça a été la guerre. Drôle de surprise pour lui. Et après la guerre, il y a eu une période qu'on connaît mal, non, à Londres? Alors là, il n'en parlait jamais. Il n'en parlait jamais. Moi, mon temps avec lui, c'est Rennes. C'est son mariage avec Édith. Donc, marié avec Édith, avec la famille d'Édith, avec le vieux père Follet, qui était une grande figure. Médecine, médecin, travail, la thèse, tout ce qui était médecine était pour lui l'horizon continuel. Je me souviens très bien, venant me voir à Chantenay dans ma petite fabrique de 4 sous et me disant « Je veux être médecin dans ton quartier, je vais installer un petit cabinet pour les pauvres ». Il cherchait dans Chantenay, près de Nantes, dans cette banlieue ouvrière de Nantes, il cherchait de quoi s'installer pour soigner les pauvres. Déjà, 1900, là je dis 1922. On n'a jamais parlé de Londres, on n'a jamais parlé de sa vie ancienne. Il ne vous a jamais dit qu'il avait été maquereau à Londres? Il n'a jamais été
Moi, je vois pas Louis Macro en aucune chose. C'était la bonté d'âme. Enfin, je sais pas, pour être Macro, il faut avoir un petit peu tout de même. Non. Je crois, je voudrais pas me redire, mais quand on lit Rigaudon, c'est la bonté qui ressort dans ses lignes. Oui, mais enfin, à Londres, il a eu quand même une vie, on ne sait pas très. Il s'est marié là-bas, Je sais non? pas, oui, vous savez bien qu'il y en a un qui a recherché tout partout dans les... Oui, on a retrouvé même le procès-verbal du mariage. Ben, moi, je ne sais rien de tout ça. Je ne peux rien vous dire. Pour en arriver justement à la manière dont vous avez vu écrire Le Voyage au bout de la nuit, à quel moment a-t-il rencontré une femme qui, je crois, il a beaucoup aimé et qui était Elisabeth Craig? Elisabeth Craig, il l'a connue. Il a divorcé avec Edith autour de 1920, je me trompe peut-être, 26, 27, 28, dont il avait eu une fille, Colette, qui vit toujours. Et alors là, il est venu à Paris, ayant quitté Genève, et il était à ce moment-là médecin au dispensaire de Clichy. Et il habitait 92 rue Le Pic, dans ce pigeonnier admirable. Et il avait comme amie, c'est Elisabeth Craig qu'il avait connue comme danseuse à l'opéra, je crois, ou dans un théâtre. Et il en avait fait son amie, sa confidente. C'était une fille intelligente, de grande beauté, de grande sculpture. Et tous les soirs, quand j'étais à Paris, quand je venais à Paris, j'allais passer mes soirées chez Louis. Nous dînions chez la mère Marie, je vous l'ai dit dans votre livre, rue Le Pic. On dînait de rien, il buvait que de l'eau. Et nous rentrions aussitôt, il se mettait à écrire, et il jetait ses pages, je le vois encore jetant ses pages autour d'un bureau, et nous ramassions toutes ces pages qui n'étaient pas numérotées, on essayait de le relire et de les épingler avec des épingles à linge pour tâcher de s'y reconnaître, on se demandait ce qu'il écrivait. Ça n'avait ni queue ni tête pour nous qui ne suivions pas la question. Dans cette chambre où il écrivait, il écrivait à son bureau et vous étiez là avec Elisabeth Craig et vous ne saviez pas ce qu'il écrivait. Vous ne disiez pas j'écris un roman. Oui, on disait il prend des notes, il fait des notes, il fait des histoires. On lisait une page, on avait de la peine à le lire, c'était très difficile à déchiffrer. Et puis avec Elisabeth, nous, on pensait à autre chose. On pensait peut-être à foutre le camp un peu danser à Pigalle. Enfin, on le laissait écrire. Et on le retrouvait à 3 heures du matin, à sa table, encore en train d'écrire. Et on a retrouvé des brouillons dans la poubelle. Enfin, ça se baladait partout chez lui. Et ça, lorsqu'elle est partie, est-ce que vous avez été au courant? Je dis bien l'époque 28. 28. Et ensuite, vous avez commencé à le perdre de vue. Je l'ai perdu de vue un peu 29-30. Et puis un beau jour, dans les journaux, on me dit Goncourt, Renaudot, Céline. Je dis Céline. Mais au fond, on présente toujours, bien sûr, Céline, vous êtes des amis de Céline, mais au fond, on peut montrer le côté moins connu. Féminin. Oui, il était assez féminin. Il était coureur, il était quoi? Aujourd'hui, tout le monde est un peu flirteur, alors. À notre époque, à cette époque 1920-25, nous étions mariés tous les deux, mais enfin, je n'aurais pas tout de même dire que nous étions de mauvais maris, nous étions de bons maris et de bons pères de famille, mais enfin, une femme ne nous faisait pas peur à l'aventure. Et je dois dire que Céline, entre ces deux femmes, entre Édith et Lucette, on a usé pas mal, dont surtout la belle Élisabeth, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai bien connu, ben oui, il fallait qu'on... Louis, écrivant à sa table, écrivant ses feuillets, délaissait la pauvre Élisabeth. Alors, ben, Élisabeth, on l'emmenait prendre un verre, elle aimait bien boire un petit coup de... À ce moment-là, le whisky n'existait pas, mais un coup de cognac, enfin, on s'en occupait d'Élisabeth. Fallait bien que Louis travaille. Est-ce que Louis le savait? Bon, il n'y avait pas de secret entre Louis et moi. Et vous étiez... On n'a jamais eu. Le flirt était permis. C'était un ami comme on en a peu dans la vie. Vous partagiez un peu vos affections comme ça pour lui? Bah oui, ça n'avait pas d'importance. Non, nos cerveaux travaillaient sur d'autres points. Moi, le point des affaires et lui, la médecine. Ça passait au-dessus de tout. Les femmes, Et oui. vous étiez un peu amoureux de cette Élisabeth qui semble un personnage fantastique? On ne pouvait pas ne pas être amoureux d'Élisabeth, tellement cette femme représentait de beauté, de majesté. Il l'appelait l'impératrice. Elle était impératrice.